France Maghreb 2, France Maghreb 2. Au cours de ce colloque, nous aurons la chance d'entendre un certain nombre de personnalités et de scientifiques qui nous parleront de relations entre les religions, entre les sociétés, entre les juifs, les musulmans, et également ce qui correspond à la société civile de l'île de Jerba, une histoire profonde que nous connaissons plus ou moins bien, que je connais personnellement un peu, mais face aux scientifiques qui sont autour de moi, je ne suis rien. Personnellement, je me présente, je suis simplement journaliste et j'ai eu la chance, au cours de 40 ans de voyage, de traverser le Proche et le Moyen-Orient, d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Pour commencer ce colloque, je voudrais quand même que Gabriel nous dise un petit mot, parce que Gabriel, on le connaît tous, et comme tu le sais, théoriquement, chacun des intervenants, de façon à ce que ce colloque soit bien animé et vigoureux, disons, pas plus de 10 à 12 minutes. Et toi, Gabriel, combien de temps doit-on te donner? Une minute. Bon. Il ment, dit-il. Non, je ne pense pas. Merci Gérard, bon, merci à toi d'avoir accepté Gérard, d'être habitué de ce voyage que l'OFTT organise et que j'ai le plaisir d'être quelquefois le coordinateur avec eux, enfin toujours, ça a toujours été. Merci d'avoir accepté d'animer ce débat. Je salue tous les invités et les intervenants, mais j'ai deux personnes particulières à saluer. Et vous me pardonnez, c'est pas du tout une hiérarchie, et c'est comme ça, parce qu'on vient de l'étranger, on commence par celui qui n'est pas gérbien, Lévi, Moshe Lévi, qui est un ami, qui est le grand rabbin à Paris, qui est vice-président de la conférence rabbinique européenne, et qui est devenu un amoureux de Jerba, et qui est là pour le vivre ensemble. Il le connaît mieux que moi. Il est un des initiateurs d'Accord Abraham, mais bien d'autres. Il sait exactement ce qu'il fait. Merci d'être là, Moshe. Et puis, mon grand honneur d'avoir parmi nous, c'est José Notobje. C'est José Notobje et mon professeur. Par rapport à la France, c'était en seconde et en première. On appelle ça 5e, 6e secondaire, où il m'a enseigné quelque chose de très très riche, même si je n'étais pas fort en arabe, et très très riche d'esprit. C'était le thème de son enseignement, la poésie pré-islamique, d'une richesse non seulement sentimentale, mais d'esprit ouvert. Et ce que je retiens de lui, c'est son ouverture d'esprit, cet enseignement qui nous a inculqué d'avoir l'esprit critique. Merci Sergio d'être là. Je ne dirai jamais ce que j'ai appris chez toi. Merci. Bon, Gabriel, tu n'as débordé que de 30 secondes. J'ai mis 1h30. Mais pas 1h30, non. 1 minute 30. C'est pas fait. Bien. Je vais tout de suite, pour démarrer ce colloque, donner la parole au rabbin Moïse Levin, qui est vice-président de la conférence des rabbins européens et aussi conseiller spécial du grand rabbin de France, et qui est tout à fait justifié pour nous parler de ces relations entre le monde juif et le monde musulman. Je voudrais remercier de l'invitation qui m'a été faite, des mots très agréables. Attends, je vais essayer de vous arranger le micro, parce que ce micro, on va
prendre quelques secondes. On va pas faire sans. Non, mais parce que c'est... On entendait, non? À la synagogue Shabbat, j'ai pas de micro. Non, mais on n'est pas dans une synagogue ici. Voilà, de suite. Allez, regarde là, si ça marche mieux. Donc, non, ça marche pas plus, mais c'est pas grave. On va faire beaucoup mieux. Je vais le prendre. C'est des micros où on parle. Il faut être devant. Le thème général du colloque est particulièrement bien choisi. La thématique qui reflète ce que nous vivons chaque moment du pèlerinage, enracinement, partage et ouverture aux autres. On m'a demandé de faire l'ouverture. Donc je vais essayer de donner un panorama tel que je le ressens, pas seulement sur Djerba, mais ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que le monde n'est pas en révolution par rapport à ce qu'il était. Or, l'être est ainsi fait qu'il oublie très vite. Je disais hier à la Griba, je citais ce verset du psaume 133 qui dit « Ine matov umanaï shevet achim gam yachad » qu'il est bon et agréable à des frères de vivre ensemble. Une question qui a été soulevée par un grand rabbin célèbre dit il y a un mot en trop, le mot gam. La logique pour les hébraïsants, on aurait dû dire qu'il est bon et agréable de vivre ensemble. Gam signifie aussi ensemble. Pourquoi le aussi? Qu'est-ce qu'il vient ajouter? De vivre ensemble est tellement plus fluide, tellement plus simple. Ce rabbin disait que ces lettres de Yahad, composées de 3 lettres, le Yud, le Chet et le Dalet, qui signifie Yesh Chiluke Deot. Il peut y avoir des divergences de vues. Et lorsqu'il y a des divergences de vues, il faut arriver à s'asseoir aussi ensemble. Le but n'est pas de s'asseoir ensemble avec ceux qui pensent comme nous, mais d'arriver à s'asseoir avec ceux qui ne pensent pas comme nous, en harmonie. Et j'aime souvent donner cette image d'un orchestre symphonique, où si chacun veut jouer violon solo, ça ne marche, ça ne sera pas un orchestre symphonique. Il faut qu'il y ait une harmonie qui puisse être composée de différents instrumentistes qui acceptent finalement de se coordonner, de compléter et de s'enrichir les uns les autres par l'apport de l'instrument. Et c'est ce qui est en train de se passer ces dernières années, même si j'ai cité la crise sanitaire. Actuellement, on sait qu'on a une crise économique qui va être lourde pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe due à l'Ukraine. Et la première idée à laquelle nous devrons faire face, c'est dans les moments difficiles qu'on juge la fraternité. En général, on est assez bon. On a eu, dans la crise du Covid, beaucoup moins d'égoïsme qu'on aurait pu le penser, même s'il y en a eu. Et que chacun pensait à son masque plutôt qu'à celui de l'autre. Mais, en général, dans les moments difficiles, on peut arriver. Ce qui me semble important, si on regarde ces dernières années d'évolution, et pas seulement sur la religion, vis-à-vis de la religion musulmane. Parce que la religion catholique, le judaïsme avait aussi un problème pendant 2000 ans. Problème d'antisémitisme. Et moi, j'ai ce souvenir en 2013, lorsqu'avant d'être vice-président de la conférence des rabbins européens, j'en étais le directeur exécutif. J'ai le souvenir que j'avais posé la question de quand datait la dernière rencontre avec le pape au nom de la conférence des rabbins européens. M'avait répondu jamais. On avait rencontré individuellement les grands rabbins de pays, le grand rabbin Sirat, mais pas au titre de la conférence des rabbins européens. On m'avait même expliqué qu'on avait voulu
On n'a jamais tenu une conférence plénière à Rome pour ne pas se justifier de ne pas aller voir le pape. Donc, il y a comme ça cette tendance qui ne correspond pas à ce qui est vécu ici, à vouloir se replier sur soi. Or, c'est là le plus grand des dangers. Parce que, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le thème de l'enracinement. La première chose, c'est de connaître sa religion. Il ne faut pas faire de syncrétisme. Il ne faut pas dire chaque chose, tout est équivalent, tout est pareil. Le but, c'est de pouvoir montrer ces différences. Et de pouvoir être capable de considérer ce très beau texte qui dit, de la Mishnah de Avot, Raviv Adam Shenivra Ben Tselem Elokim. L'homme est cher parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. On ne dit pas le juif, on dit l'homme. Ça veut dire qu'il y a une capacité de vivre ensemble, d'harmonie, qui est certes qui nécessite un effort. Mais ce que je vous disais pour le monde catholique, j'ai dit quand j'ai appris ça, pour les 50 ans de Nostra Aetate, c'est pas la thématique, mais qui a changé la relation entre les églises non chrétiennes et les églises chrétiennes, la relation de l'église chrétienne avec les non chrétiennes, ça a changé radicalement. J'ai dit on fera une rencontre avec le pape que j'avais participé à organiser à 2 reprises. On a fait un texte qui s'appelle De Rome à Jérusalem, etc. On ne peut pas rester sur des guerres de circonstances aussi lourdes soient-elles, mais il faut toujours envisager un nouveau départ. Vous avez parlé des accords d'Abraham. Qui pouvait penser ça il y a 10 ans? Personne. Qui pouvait penser à ce qu'un rabbin, et pas un mais plusieurs, soit invité en Arabie Saoudite? J'y étais la semaine dernière. C'était impensable en tant que rabbin et que l'Arabie Saoudite s'organise pour avoir des repas cachers. Ça veut dire qu'on a une capacité de surprendre pour différentes raisons. Il y a certainement évidemment des intérêts, mais il y a un moment où l'humanité peut se réveiller. Et ces accords sont très significatifs et je pense que ce qui se passe, puisque lorsque j'étais en Arabie Saoudite, j'ai parlé de Djerba. J'ai parlé de ce qui se vit ici, ce qui ne se vit pas. Et la nécessité de se connaître au-delà des conflits, se connaître, se parler, c'est effectivement actuellement quelque chose de nécessaire dans un monde qui est bien trouble. Je vais maintenant passer la parole à monsieur, qui vous a déjà été présenté par Gabriel, avec qui moi-même je conversais quelque peu tout à l'heure, où nous parlions de poésie pré-islamique et de la profondeur de cette poésie dans les déserts d'Arabie. Cela m'a beaucoup intéressé et passionné parce que moi-même j'ai voyagé un peu dans cette région du monde et que j'ai connu un petit peu cet univers et ce monde du désert, qui est un monde qui effectivement amène à la pensée. D'ailleurs, quand on imagine que l'ensemble des religions monothéistes sont nées dans des déserts, c'est assez extraordinaire. La puissance du désert est absolument extraordinaire. Et vous-même, en tant qu'historien, en tant que fondateur de ce musée, à travers ce musée, je suis sûr que vous parlez de religion, d'histoire et également de fraternité. Je vous passe la parole. Si vous permettez, je les vif le Messingo. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier, exprimer mes vifs remerciements pour les organisateurs de nous accorder cette belle opportunité pour traiter ou pour aborder un thème central dans l'imaginaire populaire de Djerba, dans le patrimoine des livres d'incidents et dans la mémoire de toute une génération de nos jours et dans la préoccupation de nos ancêtres
ils nous ont laissé, pas dans le commandement et pas des directives dans ce sens, c'est-à-dire le sens d'accorder une grande importance à la communication entre les communautés et de surtout croire au dialogue et surtout de bien préserver les grandes valeurs telles que la tolérance religieuse et la cohabitation entre communautés et ethnies. Surtout la coexistence pacifique et plurielle. D'habitude, on insiste sur ces trois piliers de système des valeurs. Ce sont des valeurs universelles maintenant, mais des valeurs que nos ancêtres, je vais vous donner une idée plus ou moins de l'histoire de l'émergence ou de comment ces valeurs ont été et ont connu le jour, parce que ça ne tombe pas du ciel et ce n'était pas un hasard, ce n'est pas un coup de tête de l'histoire, mais c'était la pensée, l'homme qui avance par autocritique, par l'expérience, et se livre à des choix, des grands choix qui changent le destin de toute une société parfois, qui participent au changement que Dieu espérait de toute l'humanité. Parce que le patrimoine, en quelque sorte, maintenant, a une tendance d'être un patrimoine mondial. Bon, cela dit, j'ai rectifié un peu le titre de ma communication parce que j'ai publié un chapitre que j'ai voulu consacrer au musée du patrimoine de Guédala. Oui, pour s'attaquer au thème central qui est ces valeurs dont je viens de citer et qui comptent beaucoup pour notre patrimoine et pour notre mémoire collective et pour rendre hommage à nos ancêtres et pour savoir combien nous sommes, pour être dignes de tout cet héritage, combien nous devons être engagés et déterminés à préserver cette grande richesse pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-fils et pour les générations futures. Bon, alors j'ai rectifié le titre pour s'attaquer parce que pour ne pas parler le temps qu'on m'a consacré n'est pas suffisant pour traiter le premier thème, le chapitre qui concerne le musée. Parce que le musée, pour moi, j'ai voulu que ce soit un peu un texte d'appui ou en quelque sorte une démonstration sur laquelle je peux asseoir, mettre en place toute une thèse. Mais ce n'est pas possible maintenant, alors je m'attaque directement au thème central. Pour les valeurs universelles qui comptent beaucoup, qui en quelque sorte constituent les attributs, les spécificités porteurs de grandes valeurs culturelles exceptionnelles. Ce système de valeurs a fait la réputation de l'île de Djerba durant les 2 dernières décennies. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de bruit, mais nous nous sommes rendus compte, nous étions en train de préparer un dossier pour le présenter au jury de l'UNESCO, un dossier. Djerba est candidat à être, le patrimoine de l'île Djerba est candidat à être inscrit dans la liste du patrimoine mondial. Justement, le jour où nous avons parlé, nous avons exposé, nous avons présenté les thèmes essentiels pour répondre aux critères de l'UNESCO. C'est avéré qu'avec le point le plus fort dans notre travail, et dans notre dossier, et dans notre patrimoine, parce que l'UNESCO est une organisation prestigieuse telle que l'UNESCO avec ses jurys, eh bien, ils nous ont dit, c'est là que vous allez frapper fort. Je voudrais en quelque sorte apporter 2 remarques
pour moi, ça compte pour mieux juger et pour mieux aborder dans les meilleures conditions, avec une approche appropriée, cette question de valeurs, ces valeurs dont je viens de parler. C'est avéré que beaucoup de monde croit, même des gens en principe, la parole à Jérémy Gay, qui lui va nous parler de l'histoire des Juifs de Tunisie, et c'est une introspection de cette communauté à travers... Alors là, je crois que j'ai fait une erreur, parce que j'ai dit les Juifs de Tunisie. Est-ce que je ne devrais pas dire les Juifs tunisiens? Je suis sûr que certains me reprendront au propos. Bien, merci beaucoup, cher Gérard Sebag. Déjà, je voudrais commencer en disant tous mes remerciements, en adressant tous mes remerciements pour ce voyage merveilleux qui nous est donné de vivre, avec des moments extrêmement forts. J'en retiens quelques-uns, mais comme le temps qui nous est laissé est bref, je ne vais pas les développer, mais je dirais que ces moments que nous avons vécus de tolérance, nous avons entendu des paroles magnifiques à l'instant, eh bien, sont finalement à l'image de la Tunisie qui nous est si chère. Et je crois que ce voyage nous a permis d'espérer un peu plus de l'homme, et les paroles que nous venons d'entendre n'ont fait que confirmer cet espoir en nous. Alors, pour commencer, je voudrais citer une belle réflexion du rabbin André Neher, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle « L'identité juive ». Et il disait la chose suivante, il disait « L'homme juif n'est pas un homme tout simplement, mais quelque chose complique la simplicité de sa condition humaine. » Alors la question posée dans cette brève intervention est la suivante. Dans le cas de l'histoire des Juifs, alors je dirais de Tunisie, parce qu'il n'y avait pas justement que des Juifs tunisiens dans cette histoire, mais j'essaierai de le présenter rapidement. Eh bien, dans le cas de l'histoire des Juifs de Tunisie, qui est une histoire toujours présente, et je rappelle ici que l'objet de l'historien n'est pas que le passé, c'est le temps, et donc aussi le temps présent, eh bien, assiste-t-on, au contraire, peut-être à une forme de simplification de cette complexité dont parle André Neher, simplification de ces identités multiples, de ce que beaucoup de chercheurs appellent la négociation des identités, c'est-à-dire le fait de faire voisiner, de mêler des identités qui parfois peuvent apparaître contraires, ou en tout cas complexes, je dirais, à agencer entre elles, et je prononcerai ici peut-être le mot d'identité harmonieuse, si vous me le permettez, ce qui ne veut pas dire qu'il faille gommer les aspérités de l'histoire, bien au contraire. Mais je pense que l'idée que je vais développer aujourd'hui est celle, finalement, d'une identité qui forme un tout, ce que j'appellerais l'identité juive tunisienne ou tunisienne juive. Vous savez que c'est un très vieux débat dans lequel je n'entrerai pas ce soir. Alors cela implique de préciser, me semble-t-il, le sens du titre un peu provocateur que j'ai donné à cette communication. J'ai parlé d'histoire exemplaire. Alors je n'aurai pas ici ce soir l'outrecuidance, même si je pense être en terrain très ami, de voir dans cette histoire, dont je ne proposerai que quelques éclairages, un exemple au sens de modèle à suivre par sa perfection, un modèle à reproduire, et donc marqué par une forme d'exceptionnalisme. Je crois qu'il faut rester un petit peu plus modeste. Mais au contraire, ce que je voudrais proposer, c'est l'idée que cette histoire des Juifs de Tunisie est un exemple au sens de modèle d'intelligibilité, au sens de voie, ce que j'appellerais la voie tunisienne. Et pas qu'une voie tunisienne du judaïsme, une voie tunisienne générale, je dirais, justement, de cet agencement de ces identités, et donc à même de faire comprendre, je crois, les caractères généraux sur ce qu'est la Tunisie, sur ce qu'est aussi le judaïsme, et je crois aussi sur ce que c'est l'identité humaine, sur ce que c'est que l'identité humaine en général, à travers ce que j'appellerais le fait juif tunisien. Alors, je reprendrai rapidement le titre de ce colloque, Enracinement, partage et ouverture aux autres, et c'est de cette manière que j'ai construit mon propos en 3 points rapides, en faisant dialoguer ces termes d'enracinement,
de partage et d'ouverture aux autres. D'abord, parler d'enracinement, c'est rappeler rapidement le caractère composite de cette communauté historiquement, qui est déjà une histoire d'échange, parfois pas toujours simple, parfois pas simple, mais en tout cas une histoire de partage. Ça serait un cadre général. Ensuite, j'évoquerai rapidement la question de l'intégration, des intégrations à l'heure de la poussée et de l'attrait de l'Occident, donc de manière plus spécifique au groupe des Juifs de Tunisie. Et enfin, je dirais que j'aborderai l'ouverture aux autres d'une nouvelle manière qui pose, me semble-t-il, à nouveau frais, la question de l'enracinement, finalement, l'enracinement au temps du déracinement, comment transplanter ses racines ailleurs tout en gardant un lien fort à un pays d'origine et faire prospérer ses racines même lorsqu'on n'est plus dans ce pays d'origine. Et là, j'essaierai de proposer une réflexion qui descende à l'échelle de l'individu. Alors mon premier point consistera simplement à rappeler que c'est une communauté, la communauté juive de Tunisie, qui a, je dirais, fonctionné jusqu'à une certaine limite comme un creuset depuis le XIIe siècle. Il y a eu des migrations nombreuses de juifs ibériques, mais évidemment aussi beaucoup, à partir du XVIIe siècle, de juifs originaires de Livourne, mais d'ailleurs, techniquement, ils n'étaient pas tous livournais, pas rentrer dans le détail aujourd'hui, beaucoup venaient d'autres villes, mais qui dépendaient du duché de Toscane. Il y avait même des juifs français qui se sont installés en Tunisie, mais voilà, ce creuset a fonctionné jusqu'à un certain point, puisqu'en 1710 s'est produit ce que un historien a appelé le schisme des Grana, c'est-à-dire des juifs originaires de Jarassé, professeur d'histoire et d'art, spécialiste du patrimoine, auteur de bien des ouvrages. Je rappellerai simplement celui qu'il a écrit avec son épouse, entre autres Colette Bismuth, sur les synagogues de Tunis, un très bel ouvrage. Et alors lui, il va nous faire voyager vers le Xe siècle et vers Kérouan. C'est bien cela? Oui, oui, entre autres. Voilà. Et oui, je ne parlerai pas de Djerba. Vous pouvez sortir. Alors ça, c'est vous m'excuserez, ça c'est typique de ces PowerPoint qui s'enchaînent tout seuls et qui ne gardent pas l'image. Bien. Alors, je ne parlerai pas de Djerba, c'est pour ça qu'on me punit. Pourquoi? J'en ai beaucoup parlé, et puis il me semble qu'il y a tout ce projet que vous avez évoqué autour de la candidature UNESCO, ainsi de suite, sur laquelle j'ai aussi un petit peu écrit, et j'avais envie de prendre un peu de recul dans ma réflexion sur le patrimoine, car évidemment, on sent bien chez tous nos interlocuteurs, et je suis certainement un peu avec le Ramin Lévin, l'exception. J'ai entendu tout à l'heure, tu as dit un étranger. C'était Ramin Lévin. Donc je ne suis pas un étranger ici, donc j'ai beaucoup apprécié cette dimension. Alors, j'ai eu envie. Alors évidemment, mon point de vue, ne l'oubliez pas, est toujours celui d'un historien, mais d'un historien qui est attaché au patrimoine. Or, le patrimoine, et je rejoins certaines réflexions de Jérémy Gage, c'est aujourd'hui ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment il est encore significatif? Et pour qui? Et pour qui? Alors, la question évidemment du patrimoine juif de Djerba est quelque chose d'énorme, de fondamental, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, en 12 minutes maximum, je ne pourrais pas en parler. Et je vous renvoie évidemment à cet ouvrage que nous avons fait avec mon épouse et qui consacre pas moins de 3 chapitres à Djerba et aux descendances de Djerba dans tout le sud. Et j'ai eu envie de vous montrer un autre exemple. L'exemple, justement, très peu connu, d'un lieu, d'une synagogue, qui répond à cette thématique profonde de l'enracinement, je vais y revenir, mais en même temps aussi du partage, parce que le patrimoine, s'il n'est pas partagé, évidemment n'a plus de sens. Et donc j'ai eu envie de vous parler de la synagogue de Kérouan. Vous excuserez du peu, mais c'est quand même pas rien, Kérouan, en Tunisie ou dans le monde islamique. Or, je vais même vous raconter un peu une histoire, j'espère que j'ai un petit bout de film, une minute de film, qui va passer, parce que je ne suis pas jamais sûr avec la technique que ça va passer, de nos aventures, de Colette et moi, nos aventures à Kérouan, ça pourrait s'appeler aussi, vous voyez.
en quête de la synagogue de Kérouan, et on a mis plusieurs années avant d'y entrer, et les découvertes que nous y avons faites, et surtout, pourquoi ce lieu a, à mes yeux, une valeur absolument cruciale. Je n'ai pas besoin même de le démontrer, vu que c'est Kérouan. Vous comprenez, si tout d'un coup je me lançais sur Béja, vous me direz, oui, Béja, c'est intéressant, mais enfin, non, là on est à Kérouan. Et je précise que cette ruine, car je vais vous montrer une ruine, malheureusement, une ruine, avec une synagogue qui a perdu son couvrement, tous les plafonds, tout s'est écroulé. Donc nous sommes entrés d'ailleurs, là, elle est d'une propreté, on nous a interdit d'ailleurs au début de faire des photos parce que c'était trop des gravats, et on ne voulait pas montrer cette image, nous non plus d'ailleurs. Dans notre livre, il n'y a pas une synagogue qui soit, je dirais, une atteinte ou une dénonciation, si vous voulez, de l'état du patrimoine, comme ça se fait beaucoup, plutôt sur les réseaux sociaux. Vous voyez, la dénonciation de l'état du patrimoine juif en Tunisie. Non, nous sommes ici pour essayer justement de rendre sensible, de faire comprendre l'importance de ce patrimoine, et certainement pas pour dénoncer. Donc, cette synagogue, je rappelle tout de suite qu'elle a été construite. Attention, parce que dès que je dis Kérouan, tout le monde, oh, Kérouan, le Moyen-Âge. Non, elle a été construite en 1929. 1929, en béton, avec des ferratés de très mauvaise qualité, puisque le plafond s'est même écroulé. 1929, vous allez me dire, oui, mais alors, est-ce que c'est vraiment patrimonial? Est-ce que ça mérite cet intérêt que vous lui portez? Et vous allez voir pourquoi. Donc, premièrement, nous sommes au cœur du vieux Kérouan. Et donc, de ce fait, nous sommes dans un secteur de patrimoine mondial. Et c'est pas neutre. Car vous savez que la Médina de Kérouan, comme un certain nombre de médinas tunisiennes, sont patrimoine mondial. C'est le plan que je vous montre, la petite rue là, avec... Eh bien, nous sommes dans du patrimoine mondial. Inutile de vous dire qu'il n'est pas écrit dans le dossier général de Kérouan qu'il y a aussi une synagogue de 1929, et je le comprends très très bien, évidemment. Et vous allez voir à quoi je vais en venir. Donc, c'est une synagogue totalement invisible. Vous voyez, les Juifs avaient même acheté la petite impasse, parce qu'il y avait, bon, parfois des petits soucis de voisinage, ils avaient même acheté la petite impasse, mais vous voyez il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, puisque cette synagogue est complètement intégrée dans le pâté de maisons, si vous voulez, dans le quartier. Totalement invisible, donc il fallait déjà effectivement la trouver. Et puis, il se trouve donc que cette synagogue, lorsque la communauté donc voilà, vous voyez l'état après nettoyage de cette communauté, de cette synagogue, avec ses 5 arches, je n'ai pas le temps de commenter pourquoi 5, ça y est, c'est reparti. Et donc, je vous montre un peu l'état actuel. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce hérald, cet ensemble d'arches simples, il y en a 5, qui, nous le savions, c'était un peu notre clé de la recherche, avait été orné d'une série de plaques de marbre avec des inscriptions hébraïques. Et donc, lorsque nous sommes enfin entrés dans cette synagogue, elle n'y était plus. Mais il se trouve que, au moment où dans votre base de données, comment ça se passe si on veut savoir si, par exemple, ce bague... On peut y accéder. J'essaye de ne pas donner un accès global parce qu'il y a quand même de la donnée sensible. Mais lorsque on montre pas de blanche, je donne accès. Très bien, je ne vous montrerai pas de blanche. Je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole à Mehdi Douati, qui lui est un doctorant en anthropologie et qui est un activiste de la société civile de Djerba et qui va parler sur un thème qui est très important. Son thème, c'est « Toutes les cultures m'appartiennent ». À Djerba, toutes les cultures. Ah, n'oublions pas, à Djerba, ce qui est très très important, effectivement. Donc revenons à Djerba. Alors, peut-être juste un petit mot sur Mehdi Douati. Aussi le Topji et je dis et parce que micro. Un prof reste. Non, c'est bon. Je vais dire, mais parce qu'il faut qu'il puisse enregistrer. 10 minutes. Hein. Donc, je disais que aussi le top, je ne veux pas être le nombril de ce monde, mais mes choix, moi je ne suis pas impartial ou objectif. Je suis subjectif
c'est comme ça. Et mon choix de Hossein Tobje, qui est mon prof, je dis et parce qu'un prof reste toujours un prof, Mehdi Bouati est le petit-fils de mon instituteur, feu mon instituteur, Hamadi Bouati, voilà. Donc mes choix ont été comme ça quand j'ai choisi ces intervenants. Merci Gabriel. Juste pour taquiner mes amis, donc Dominique et M. Racine, donc j'ai un ami historien qui m'a dit une fois, les meilleurs historiens c'est les géographes, parce que l'histoire a été toujours une question territoriale. Donc, je pense qu'il faut de chacun pour faire un tour. Donc, voilà, tout le monde est important pour écrire ensemble l'histoire. Alors, merci Monsieur le Président, Monsieur Gérard, et félicitations à tous les intervenants pour toutes ces belles interventions. Et merci également à mon cousin Gabriel Kabla pour cette confiance et de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Je ne pouvais pas refuser cette proposition de Gabriel. C'est comme si on refusait quelque chose à feu Madame Cécile. Donc mais ça m'aurait été plus facile de parler de grec ou de maltais, peut-être de patrimoine, de tourisme, mais parler de juifs, je ne peux pas faire semblant et je ne peux pas être académique de plus. Donc Madame Cécile, donc, qui était d'une générosité inégale, et en fait pour ma présentation aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de plus inspirant que la phrase d'Amin Marlouf. Toutes les langues, toutes les prières m'appartiennent, mais je n'appartiens à aucune. Donc, alors comment j'ai connu Feu Cécile Rabelais? Donc, j'ai connu Feu Cécile avant que la société commence à me dire que toi, tu es de confession musulmane et l'autre, il est juif. Donc, j'ai connu Cécile très petit. J'ai accompagné ma grand-mère. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'avait appris à préparer la kefta. Et je crois que ces moments que j'ai vécu étaient un tournant dans ma vie parce que Djerba est un grand sujet d'altérité, ce rapport à l'autre. Et moi, je crois que j'ai eu le privilège de vivre dans un milieu d'amis. Si je serais peut-être dans un endroit de monoculture, je ne serais jamais la personne que je suis, parce que si j'ai pas connu les Maltais, j'ai pas connu les Grecs, j'ai pas connu les Juifs, les touristes, malgré la colonisation, mais d'accord. Bon gré, donc malgré la colonisation de la Tunisie, mais ça a permis l'accès aux écoles franco-arabes. Et ma grand-mère parlait très bien le français, donc c'est toujours ces événements qui ont fait que Djerba soit et aura cette ouverture. Alors, en fait, à cet effet, je n'apprécie pas le mot tolérance, parce que ça émane toujours de conflits et de problèmes. Or, il faut comprendre que l'histoire a été toujours une guerre de mémoire. Si on lit donc les travaux de Pierre Nora et de Al-Bouat, donc l'histoire a été toujours une guerre de mémoire, et il y avait toujours cette majorité qui veut gagner du terrain au détriment de minorités. Or, à Djerba, donc
les Ibadites et les Juifs ont pu instaurer une société ensemble pour faire face au pouvoir central, donc souvent avec l'ambition d'instaurer une culture conformiste. Bravo pour ce message de la jeunesse de Djerba qui n'aime pas le mot tolérance, mais qui quand même joue sur ce mot tolérance pour dire que nous sommes tous les mêmes et que vous êtes fidèles et fiers de ce message qui vous a été transmis aussi bien par la communauté juive grâce à notre ami Gabriel Kabla qu'à votre propre famille. C'est bien ça. Alors je vois que Jean-Marcel est déjà en place. Voilà, il va nous faire gagner du temps, c'est pour ça parce qu'on déborde très rapidement. Et Jean-Marcel va nous parler du patrimoine théologique des rabbins tunisiens, source d'études, des textes des religions, ce qui va nous donner également une idée de l'aperçu sociologique de cette communauté juive de Tunisie. À vous. Alors, je m'attacherai à vous exposer un état des lieux un peu plus près du micro. Sur les livres écrits par les rabbins de Tunisie, c'est-à-dire formés en Tunisie. Vous comprendrez tout à l'heure dans le cadre de mon exposé pourquoi j'insiste bien sur le fait les rabbins formés en Tunisie. Ces livres ont été imprimés pour être diffusés et ils ont été écrits depuis des temps immémoriaux très anciens, ce qui montre leur enracinement dans le pays. Et ils constituent un véritable patrimoine. Le patrimoine, pour moi, qui ne suis pas universitaire, qui ne suis pas historien, c'est un terme juridique, c'est un actif successoral, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et pardonnez cette incursion vers le monde du droit. Effectivement, je fais partie du patrimoine des monuments historiques ou du patrimoine architectural, ainsi que des objets, des bijoux. Mais il y a aussi des œuvres de l'esprit, et ce sont les livres, et vous avez commencé les uns ou les autres à en faire allusion lors de vos exposés. Le judaïsme tunisien dispose effectivement d'un patrimoine moral et intellectuel extrêmement important, extrêmement fécond, qui a une importance d'ailleurs qui dépasse le seul champ théologique, et c'est cela qui est fortement intéressant. C'est un patrimoine qui est dû à un ancrage ancien et remarquable en Tunisie. Avant de parler de Kairouan, je voudrais rappeler, sous le regard du rabbin Moshe Levin, qu'il y avait déjà dans le Talmud, on cite des rabbins qui étaient à Carthage, ce qui montre leur enracinement dans le pays. Par exemple, Rabbi Abba Carthagina, pour marquer le lieu de sa résidence. Et puis la ville de Kairouan, qui abrita effectivement un centre d'études du Talmud de premier plan, et c'était, vous avez cité Dominique Jarassé, Rebbe Rouchiel Ben El-Hanan, qui était le premier de cette académie talmudique. C'était des sages, des directeurs d'école talmudique qui étaient tellement forts que les sages de Babylone leur ont attribué comme eux-mêmes le terme de Gaon, ce qui signifie dans le judaïsme quelque chose de très fort, directeur d'une académie talmudique, je dirais des vrais savants. Et donc, c'est-à-dire qu'ils les considéraient à armes égales avec eux. Et ces sages de Kairouan, dans leur relation épistolaire, où ils échangeaient des arguments d'ordre-théologique, des connaissances, ont été un vecteur de transmission du judaïsme, des règles qui s'imposent aux juifs dans le monde séfarade, puisque c'est parti de Babylone, c'est passé par Kairouan, et finalement c'est ce qui a permis au judaïsme séfarade ensuite de s'épanouir, et le judaïsme séfarade qui est revenu par d'autres biais, comme l'a expliqué Jérémy Gage tout à l'heure. On garde peu de traces de leurs écrits, par la suite, après le XIIe siècle, notamment entre le XIIe et le XVIIe siècle, on va dire, parce que c'est vrai d'abord qu'il y a eu des périodes de persécution, donc le judaïsme ne s'est pas épanoui, ce n'était pas propice à la création, et puis surtout, il n'y avait pas d'imprimerie, et donc on a très peu de traces, ou quasiment pas, de leurs écrits. Et c'est véritablement à la fin du XVIIe siècle qu'il y a un renouveau, on parle de l'âge d'or, des rabbins de Tunisie, et c'est là où
on va justement retrouver tout ce catalogue de livres absolument phénoménal. Le premier recensement qui a été réalisé en terre tunisienne, par David Cazès, qui était instituteur de l'Alliance. Bon, il n'était pas tunisien, il était d'origine marocaine, il était né à Tétouan. Et il a recensé, il a écrit un livre en 1893, notice bibliographique sur les rabbins de Tunisie, et il a retracé, il a dressé la liste des auteurs des ouvrages, en mentionnant à chaque fois quelles étaient les caractéristiques propres de ces ouvrages, jusqu'à la période de 1881. Au début du XXe siècle, vous avez un rabbin qui s'appelait Joseph Cohen Tamji Adria, qui a écrit le Sefer Toldot Rahmé Tunis en 1909, où il a réalisé lui aussi un catalogue, un inventaire de ces ouvrages. Mais jusqu'à la période moderne, il y a eu d'autres tentatives, mais qui n'ont pas été, je dirais, suffisamment complètes. Alors pourquoi est-ce que, je préside le Centre français du judaïsme tunisien, pourquoi est-ce qu'on a essayé de réaliser, parce que c'est ça l'objet de notre association, un catalogue, un recensement de ces écrits? Parce qu'on s'est rendu compte que, justement, nous avons un besoin de routinification, de découverte de nos auteurs. C'est vrai que nos rabbins, je pense à la France, sont totalement ignorants des écrits des rabbins de Tunisie. Je prie de m'en excuser auprès de Moshe Lévi, mais c'est normal. Ils n'ont pas les sources capables de leur enseigner tous ces commentaires. Ils ne disposent pas de ces ouvrages. Et même chez les rabbins d'origine tunisienne, issus de la deuxième ou la troisième génération, il n'y a pas de connaissance de ces écrits. Sauf, bien évidemment, à la Jiji, les juifs originaires de Djerba, qui maintiennent cette tradition, à la Yeshiva Kisser Rachamim. Et nous souhaitons, au sein du CMJT, donc nous avons aussi Jérémy Getch qui en fait partie, Hervé Kabla, contribuer à cette retunisification, la redécouverte de nos racines théologiques, de notre patrimoine culturel. Et ainsi, aider à la formation des rabbins. C'est-à-dire mettre à disposition du séminaire Israël et de toute personne qui le souhaite ces ouvrages. Nous avons réussi à retrouver 1400 ouvrages, ce qui est énorme. 1400, et sur ces 1400, nous en avons 1200. On a tout numérisé pour garder ce patrimoine. Des gens nous ont... Monsieur le rabbin, que quand même la cuisine est un élément exceptionnel de la culture, parce que ce sont les femmes et les mères qui transmettent la cuisine. Et qu'en transmettant la cuisine, elles transmettent la culture et elles transmettent également de génération en génération ce que les parents, les arrière-grands-parents, etc. mangeaient. Et moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. C'est que un jour, j'ai beaucoup voyagé, je vous disais, un jour je vais en Iran. C'est à l'époque du Shah d'Iran. Et je vais dans les Shahs d'Iran, puis il y a un buffet, un dîner, et tout, etc. Et puis on me sert un plat. Et je dis, mais c'est pas possible, je connais ce plat. Mais je ne l'ai jamais vu ailleurs dans le monde arabe, dans toute la Méditerranée, qu'en Tunisie et ici. Je dis, mais c'est incroyable. Quelle est la relation qu'il peut y avoir entre cette cuisine que j'ai connue enfant en Tunisie et ce que je découvre aujourd'hui? Eh bien, c'était la Kayla, cher ami. Dans le sud de l'Irak et également en Iran, il y a une forme de Kayla avec des haricots, des épinards. C'est très légèrement différent parce que les épinards ne sont pas frits, mais ça a exactement le même goût et je n'ai jamais trouvé, et j'ai parcouru l'ensemble du Moyen-Orient, de la Mauritanie à l'Afghanistan, c'est le seul endroit où j'ai trouvé la même chose, la Kayla. Donc voilà, la cuisine, c'est aussi quelque chose de très important. Et Jean-Marcel veut dire quelque chose. Si je puis me permettre, dans un traité du Talmud, il dit qu'il n'y a pas de onek Shabbat, c'est-à-dire de délice du Shabbat, sans un plat où l'on fait frire les épinards et avec les haricots. Et donc c'est la Kayla. Nous avons gardé cela du Talmud et c'est un plat qui a été perdu par les autres. Donc il y a un lien entre Babylone
il y a un lien entre Babylone et Djerba, puisque la Kéla est d'origine de Djerba. Voilà, nous avons bouclé. Gabriel Chavarchet d'avoir parlé de ce travail absolument remarquable de redécouverte de ce patrimoine culturel des rabbins tunisiens. Et donc tu termines cette séance. Et je disais donc, comme tu l'as dit, les Tunisiens sont les meilleurs encore. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser ou quelqu'un veut prendre la parole. Peut-être que... Ah, pardon. C'est vraiment la qualité des intervenants, mais un petit mot particulier pour Jean-Marcel. Il faut savoir que beaucoup d'élèves séfarades, dont des Tunisiens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette culture? Parce qu'ils étudient pour devenir rabbins souvent dans les yeshivot ashkénazes. Et là-bas, c'est un autre monde. Donc, c'est dans les yeshivot qu'on ne leur transmet pas. Et quand, quelquefois, familialement, il n'y a pas la même connaissance, donc c'est la raison. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur sur le travail gigantesque qui est fait, dont j'ai pu voir la qualité, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, et que j'ai le bonheur de recevoir les commentaires de la paracha toutes les semaines sur mon WhatsApp, et dont je mesure la qualité. Parce que il faut enlever ces clichés aussi, où pour beaucoup, le judaïsme tunisien, c'est quoi? C'est le couscous poisson, la keïna, la dabrout et la bourra. Et comme s'il n'y a que la partie nourriture, c'est vrai que ça fait partie, mais il faut arrêter, il faut penser, et ce que tu fais, c'est un enrichissement pas pour le judaïsme tunisien, mais pour le judaïsme global, et je voulais t'en remercier. En tout cas, d'être resté aussi longtemps avec nous. D'abord, encore une fois, mille merci pour les intervenants qui sont tous mes amis. Merci à l'ONTT, ici représenté par Samy Garbi, qui m'a permis de réunir mes amis, puisque le choix des invités me revenait un peu, bien sûr, avec l'avis des gens de l'ONTT. J'espère que ceci va perdurer et que chaque année, comme depuis des années, ton père Jean-Marcel a beaucoup de fois parlé ici aussi, garder cette tradition de colloque en marge de ce séjour d'ouverture d'esprit où nous échangerons, mais Houssine et Mehdi, je suis tout à fait à votre disposition pour des éclaircissements sur la vie ensemble ou l'aide pour Djerba, où je m'aide moi-même, parce que je me sens là-dedans, être à votre disposition pour que vous disposiez de mes relations, pour qu'on puisse encore développer ces choses-là, mais avec un niveau top. C'est l'exigence, pas n'importe quoi. Donc ça, franchement, ça me touche. Et j'encourage tous les autres qui fassent, hein, c'est pas de la concurrence. Plus on a, plus c'est riche. Donc il n'y a aucun problème. Donc une fois, j'ai remercié l'ONTT, le gouvernement tunisien, qui est permis, vous avez vu, et les changements dans le gouvernement tunisien, mais au moins sur ça, il y a une continuité, c'est le principal. C'est très important en avancée qu'après le départ de Ben Ali, les Juifs ne vont plus venir à la Knipa, ils ne vont plus fâcher. Non, la Tunisie et Djerba, lieu haut de l'islam, reçoit les Juifs pour leur fête et le reste, combien, on s'en fout. C'est comme ça, c'est pour les commerçants, c'est vrai. Plus il y en a, plus ils touchent. Mais on n'a rien à faire de ça. La dernière chose, peut-être un petit projet entre nous. J'en ai parlé tout à l'heure avec Dominique Jarassé, mon ami Talak, et qui vous intéresse, c'est aussi Mehdi. Je souhaite, et ça me ferait plaisir, et c'est très bien pour Djerba, qu'il y ait une sorte d'étude de même niveau scientifique
qu'a fait Dominique Jaracé pour les synagogues, qui est quelque chose pour notre patrimoine des mosquées de Germain, qui est le seul patrimoine vrai de Germain, au moins au point de vue architecture et même sociologique, puisque vous avez vu quand on a visité la mosquée Fatma, cette relation sociale. Une mosquée a toujours été une école, du moins du côté imamite, et c'est l'histoire de Djerba. Et je voudrais qu'il soit peut-être pas que Dominique soit tête de ville, Jaracé, il donne cet exemple avec il donne cet exemple qu'il y ait une étude scientifique. On aime les gens qui ont photographié, mais pourquoi pas ce niveau élevé, comme ça a été fait pour les synagogues, qu'on les fasse pour les mosquées de Djerba, avec votre association, la Sauvegarde de l'île, d'ailleurs où je remercie Nasser Brahmi qui vient de m'appeler parce qu'il devait être absent, et on fait ça la main dans la main. Sachez que les mosquées de Djerba m'appartiennent peut-être autant que vous, et si vous n'êtes pas d'accord, plus. Merci. Une seconde, tu parlais d'idées. Il va y avoir bientôt, j'espère l'année prochaine, mois de novembre, le sommet de la francophonie. Est-ce que vous avez prévu, au niveau de votre musée, de faire quelque chose? Je vous disais qu'il va y avoir le sommet, c'est à vous que je m'adresse, qu'il va y avoir le sommet de la francophonie au mois de novembre, en principe. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose au niveau du musée? Oui. Oui, non, mais il faut y penser. Il faut le faire. Au niveau des cultures et de l'ensemble de ce que nous venons de dire aujourd'hui, de débattre, qui est très, très intéressant. Oui. Voilà, tu vois. Le Larsen, là, vous entendez. Juste, maintenant, nous sommes un peu décontractés. Mais toi, tu le sais. Dans des colloques pareils, parfois, il y a, en consultant les documents, il y a des curiosités, des anecdotes, mais c'est incroyable. Je vais vous raconter deux anecdotes qui rejoignent notre préoccupation, le sujet central de notre colloque. Les Ibadites, dans leurs textes, lorsqu'ils parlent des Juifs qui habitent avec eux, qui les côtoient, ils disent dans tous les textes, c'est très à l'appui. Je vais référer à des textes écrits comme Canton. Ils parlent toujours avec le possessif. Yehud Dan, non juif. Non, toujours, non. Il faut éviter les polémiques. Il faut éviter les polémiques. C'est de la polémique. C'est-à-dire ça, 10 siècles après, ça vous rappelle. Certainement, ça vous dit quelque chose, la fameuse phrase de Mohamed V, lorsque les généraux des gouvernements Vichy ont voulu toucher, appliquer quoi? S'explique après comment tu fais. Je vais rester spécialiste de ça. Il a dit cette phrase. Je t'explique après. Ça m'a vraiment touché. Comment, après 10 siècles, il y a toujours cette idée. France Maghreb 2, France Maghreb 2.